une femme seule, chez elle la nuit, a peur d'un maniaque qui la menace par téléphone. Tel est posé le principe du giallo, dont Dario Argento était le chef de file, avec des films tels que Le chat à 9 queues, L'oiseau au plumage de cristal et 4 mouches de velours gris. Un flic solitaire et marginal contourne une orthodoxie policière inadaptée à la maîtrise d'un tueur fou. Tel est le thème d'un des plus gros succès du box-office international du début des années 70, L'inspecteur Harry et sa suite Magnum Force. Peur sur la ville n'est autre que l'addition de ces deux genres. Tout en empruntant très largement à l'intrigue de L'oiseau au plumage de cristal, le scénario s'est appuyé sur un roman américain intitulé Night Calls, dont le film ne garde, paraît-il, que le début pour bâtir l'histoire du tueur Minos qui terrorise les femmes seules dans un Paris déshumanisé. L'adaptation et les dialogues sont curieusement écrits par Francis Weber, auteur de comédie, dont ce sera le seul thriller coécrit avec Jean Laborde et Henri Verneuil. En 1975, le polar français est sorti de la tradition melvillienne, achevé avec Un flic, échec artistique et commercial qui précipita la mort de l'homme au Stetson. Depuis 1970, on produit déjà moins de polars qu'au cours de la décennie précédente, en partie à cause du vieillissement de Jean Gabin, autour desquels ils étaient bien souvent bâtis. Les polars les plus notoires de ces années-là sont des polars d'époque, avec les deux Borsalino, Flick Story et Le Gang de Jacques Deray, ainsi que La Shkumun de José Giovanni. Les metteurs en scène du polar classique, Decoing, Melville, Le Becker du Grisby et du Trou, ne sont plus là pendant que Gilles Grangier se tourne vers la télévision après un ultime cave, polar contemporain avec Claude Brasseur. Quant à Denis de la Patelière, il réalisera Le Tueur en 1971, film dispensable, mais où il est déjà question d'un assassin solitaire et psychiatrique qui brave la police à lui seul. Il est en revanche un autre genre de film policier post-mai 68 qui met en scène des flics brutaux à dessein de stigmatiser les violences policières. Polar de gauche, même si certains sont faits par des metteurs en scène de droite, que sont Les aveux les plus doux, Un Condé, Le Casse, Les assassins de l'ordre, Deux hommes dans la ville, où tout est fait, opportunisme d'époque, pour que le flic s'attire l'inimitié du public. Toutefois, en 1974, vient de retentir l'affaire Christian Ranucci au moment où Peur sur la ville est en plein tournage. Le film est encore exploité dans certains cinémas quand éclate l'affaire Patrick Henry. Ainsi, la terreur semée par Minos sur les écrans coïncide avec la période où la France a peur et où au cinéma le flic gros bras aux méthodes arbitraires regagne la sympathie du public. L'affiche, devenue quasiment iconique et souvent imitée, en dit long sur la note d'intention du film. Peur sur la ville est un produit entièrement fabriqué autour de la personnalité de Jean-Paul Belmondo pour que sa gouaille et son physique d'athlète justifient le prix de la place. En voyant cette affiche où le nom de l'acteur et du metteur en scène sont mis en valeur comme un label qualité, le public sait qu'il en aura pour son argent. Si, comme l'écrit Jean Rochereau dans La Croix en avril 1975, Peur sur la ville est un film qui risque peu d'encombrer les cinémathèques, le temps a fait son travail et les cinémathèques d'aujourd'hui rendent hommage au cinéma qu'elles bannissaient hier. Sans pour autant être dupes sur les raisons d'être de ce genre de film destiné à donner du boulot à Jean-Paul Belmondo, la lecture, même superficielle, du film nous laisse deviner un contenu moins simpliste qu'il n'y paraît. Il en va de la personnalité du tueur, autant que de celle du commissaire de police qui lui court après. Le tueur, calqué sur celui d'inspecteur Harry, dans le sens où il est un citoyen anonyme, qu'il emprunte un pseudonyme ésotérique, qu'il soit joué par un comédien inconnu du public, que l'un vive en face d'un hôpital, que l'autre travaille dans un hôpital, ce tueur est avant tout un gnostique étroitement lié à l'hermétisme maçonnique. La maçonnerie noire, celle des rituels et des sacrifices humains, ceux auxquels se livre Minos, dont la personnalité est entièrement construite autour de son œil, mis en évidence par un maquillage volontairement grossier. Ce nouveau type de tueur, homme, femme, entité démoniaque, le cas échéant animaux, arrive dans le cinéma américain des années 60 et le giallo des années 70 autour de l'assassinat de JFK, auquel s'intéressera Henri Verneuil 3 ans plus tard, et dont on peut dire que Minos annonce le Daslo qui assassinera le président dans Icône Icare. D'évidence, Verneuil et ses deux scénaristes ont vu de près L'étrangleur de Boston, où l'assassin nous évoque un tueur MK Ultra, victime de la même programmation mentale
que Lee Harvey Oswald et dont la personnalité fragmentée est signifiée par la division de l'écran. La fragmentation de Minos est, elle, présentée par les morceaux de lui-même qu'il envoie à la police, ainsi que par des effets de mise en scène lorsqu'il se rend, par exemple, chez Germaine Doison pour l'assassiner en se faisant passer pour le commissaire Letellier. En revanche, si l'étrangleur de Boston n'a aucun souvenir de ses crimes après les avoir commis, Waldeck assume parfaitement les crimes de Minos. À la différence du spectateur de l'époque qui, lui, n'a aucune conscience de voir agir un tueur mentalement programmé par des forces occultes, l'industrie du cinéma, qu'il soit d'auteur ou grand public, connaît la puissance de ces forces occultes immanquablement reliées aux sociétés secrètes, presque toujours maçonniques ou Rose-Croix, secte au pouvoir souterrain qui fait la pluie et le beau temps dans le cinéma comme ailleurs. Dans ce sens, Peur sur la ville s'inscrit dans cette liste de thrillers paranoïaques dont certains sont au croisement du Vigilant Movie qu'on a vu fleurir un peu partout dans ces années 70. Rien ne nous indique qu'une organisation quelconque impulse au tueur l'ordre d'agir, ce que fera en revanche Don Siegel dans Un espion de trop, où le citoyen ordinaire se transforme en tueur suite à la lecture d'un message MK au téléphone. On pense plutôt que Minos symbolise une organisation occulte à lui tout seul. Peur sur la ville, comme l'étrangleur de Boston, est rattaché à une époque bien particulière, 1968, année de révolte ouvrière planétaire, court-circuitée par des révoltes estudiantines stériles et une révolution sexuelle qui a produit l'effet inverse de ce à quoi elle prétendait aspirer, ceci sous l'impulsion d'officines de la CIA et des fraternités maçonniques. Minos, nous dit-on dans une explication un peu simpliste et qui prête à sourire, est devenu tueur parce qu'il a été sexuellement frustré, ce qui le rapproche de Norman Bates ou du tueur du Marais joué par Jean de Sailly dans Maigret tend un piège, autres meurtriers qui ont un lien pathologique avec leur mère. Toutefois, en 1975, les conséquences sociétales de mai 68, outre la pilule aux mineurs sans autorisation parentale, la loi pour l'IVG ou l'adoption du divorce par consentement mutuel, sont présentes dans l'espace public à travers ce que la supposée révolution sexuelle a produit de plus déviant, la pornographie, laquelle s'affichait sans complexe, en grand format, sur les murs de Paris, avant que Giscard n'en fasse interdire les affiches. Certaines scènes du film qui peuvent paraître aujourd'hui outrancières, voire invraisemblables, sont pourtant des documents d'époque, lesquels nous présentent des spectateurs de tout âge et de toute classe sociale, en train de faire la queue devant des cinémas porno dont les affiches n'étaient pas plus cachées des yeux des adultes que de ceux des enfants. On pourrait croire que le film abonde dans le sens de cette pornographie à laquelle Minos s'en prend de la pire des manières, si le personnage du commissaire, fait pour attirer la sympathie du public, ne réprouvait lui-même, sinon cette pornographie, du moins la libéralisation des mœurs qui bouleversait l'époque, lorsqu'il donne une appréciation très morale sur la vie sexuelle d'Hélène. La liberté sexuelle, disait-on naïvement dans ces années-là, mettrait un terme aux déviances perverses conséquentes à la frustration. 50 ans de pratique nous ont au contraire démontré que ce surcroît de liberté a lâché la bride aux pires prédateurs. C'est au cours de la séquence où le commissaire est chargé de veiller sur Hélène qu'on fait subtilement référence à l'affaire JFK lorsque le commissaire raconte à Hélène comment, enfant, il était fasciné par les G-men qui escortaient les voitures officielles et qui cherchaient un tueur embusqué sur les toits. Tandis qu'on aperçoit derrière le commissaire 2 papillons, symbole de la programmation mentale et de l'enfance maltraitée. Ceci juste après que Waldeck, dont il ne soupçonne pas qu'il est Minos, soit venu leur rendre visite. L'infirmière, Hélène, travaille tout comme Waldeck à l'hôpital de la Trinité, nom inventé pour le film, peut-être en référence à la loge maçonnique du même nom et aux 3 points par lesquels se reconnaissent les frères. Faire de Waldeck un infirmier, et pas un technicien chauffagiste, un chauffeur de taxi ou un employé de bureau, nous mène une fois de plus vers la symbolique maçonnique qui exprime une volonté de servir le bien public d'un côté, tout en servant de l'autre côté des forces occultes, impénétrables aux profanes, en l'occurrence incarnées par Minos, gardien des portes de l'enfer. Là où le film témoigne d'une époque, c'est cette incrédulité totale du commissaire de police face à ce qui n'est pour lui qu'un psychomachin et qui ne comprend pas un traître mot de l'enfer de Dante que le tueur a déposé sur le siège de sa R16. Le spectateur de ces années-là, qui s'identifie à Belmondo, est totalement ignorant de ces pratiques occultes,
lesquels ont été depuis largement débroussaillés et ont abouti à des polars initiatiques où des flics confrontés à des assassins illuminés parviennent à les devancer grâce aux connaissances acquises sur le sujet. Cette méconnaissance du public de l'époque rendait le film plus effrayant qu'il ne l'est aujourd'hui, effroi que la personnalité rassurante de Jean-Paul Belmondo venait atténuer. Le film présente deux univers opposés l'un à l'autre, celui du Paris froid et anonyme où sévit Minos, et le Paris populaire des bistrots, des toits chers au cinéma de René Clair, des commerces de proximité, des vieux immeubles et des concierges à l'ancienne. C'est aussi le Paris des truands traditionnels, en l'occurrence Marcucci, après lequel le Tellier engage une poursuite, délaissant Minos qu'il refuse de prendre au sérieux, et contre lequel il se montre totalement incompétent. Ce Paris, dont la transformation urbaine est à l'arrière-plan de bien des films de l'époque, sert d'argument à Peur sur la ville pour décrire un monde en train d'en engloutir un autre. Et ce monde, c'est celui de Minos, qui se livre à des sacrifices de masse, en parfait accord avec la débauche sexuelle à laquelle il n'a pas accès. Le commissaire, dans l'incapacité totale d'imaginer qu'un simple citoyen, de surcroît infirmier dans un hôpital utile à soigner les gens, puisse être le tueur Minos, parvient à le confondre lorsque celui-ci s'aventure dans le Paris populaire au sein duquel le commissaire est en terrain familier. C'est sur ces toits-là que Minos perd son œil, autrement dit son identité. Le mystique sanguinaire ne peut rester lui-même que dans le monde des grands ensembles sans humanité qui défigurent Paris comme le reste du monde. Plusieurs signes nous indiquent que Minos est un gnostique guidé par les mystères des sociétés secrètes. Quand l'inspecteur Moissac approche la flamme du briquet de son œil sombre, il n'en voit pas la lumière. C'est l'œil de Minos. L'œil de Waldeck, en revanche, lui permet de voir la flamme lumineuse. Lorsqu'il prend la fuite au guidon de sa moto, sa trajectoire va de l'obélisque de la place de la Concorde vers la tour Eiffel, c'est-à-dire de l'ancienne Égypte qui a inspiré la mystique maçonnique vers le symbole maçonnique le plus emblématique de la capitale. Si Paris grille de lecture appliquait un film grand public sans prétention intellectuelle paraît hors de propos, il est nécessaire de rappeler que toute carrière dans l'industrie du 7e art découle de l'initiation maçonnique, laquelle initiation laisse une empreinte plus ou moins visible, mais toujours délibérée, dans un très grand nombre de films. Parmi ces nombreuses séquences de pur remplissage destinées à valoriser les prouesses physiques de Belmondo, il en est une particulièrement éloquente quant à la nature quasi surnaturelle de Waldeck-Minos. La poursuite dans les greniers des Galeries Lafayette, calquée sur une scène quasi identique dans Le baiser du tueur. Tandis qu'aux étages inférieurs, les clients font tranquillement leurs achats, le Tellier se perd dans les greniers parmi une foule de mannequins. Personnages tous identiques, au regard mort, en accord avec la ville froide, morte elle aussi, qui annonce le monde de demain et dont Minos est le maître. Cependant, nous ne sommes qu'en 1975. La télévision diffuse une émission sur les dangers qui menacent l'environnement urbain. La France défigurée. Ces dangers sont encore loin, puisque Belmondo, flic prolétaire au vocabulaire étroit et au coup de poing solide, protège le petit peuple. La tour, connue à l'époque pour être une des plus hautes de Paris, où s'est retranché Minos, n'impressionne pas le commissaire qui ira l'y déloger. Mais le dernier plan où, le visage en sang, il regarde vers le sommet de cette tour, nous prévient que la menace persiste. Minos est arrêté, mais d'autres Minos, produits par ce monde effrayant qui s'annonce, surgiront bientôt. Quasiment devenu un film culte, Peur sur la ville, PSLV, tracera la voie à une nouvelle génération de thrillers made in France, où la police n'a plus affaire aux crimes traditionnels, mais à des quasi-abstractions que sont ces tueurs fanatiques ou ces organisations secrètes tout aussi difficiles à saisir. Des films tels que Armageddon, L'imprécateur, Le juge Fayard dit le shérif, Mort d'un pourri, I-Comicar, La femme flic, L'ordre et la sécurité du monde, ou encore un peu plus tard Frantic, films qui tentent d'explorer l'âme noire de leur époque.